Rebonjour, je m'appelle Saloum Diop, je suis inspecteur du Trésor, comme j'ai dit tout à l'heure fonctionnaire, mais privé dans le fond, parce que je suis maîtrisard en sciences éco, option gestion, ça date de longtemps, hein, 2097. Ouais, j'ai l'air court comme ça, mais hein, je suis âgé, hein. Mais à l'âge de 23 ans, maîtrise à l'âge de 23 ans. Donc là, j'étais dans le privé, comptable dans le privé, avant de faire le concours de l'ENA. Donc, au Trésor, nous, on fait de la comptabilité publique. Donc, on fait ce que l'on appelle la comptabilité de l'État, générale de l'État. Tout ce qui est transactions financières de l'État, c'est au niveau des livres du Trésor public. Et cette année-ci, on va se rapprocher davantage des standards privés. Donc c'est ce que l'on appelle, nous, chez nous, la réforme comptable de l'État. Donc on aura, comme on va vous l'enseigner ici, on aura ce que l'on appelle les états financiers, bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie. Pourquoi? Parce que nous, on faisait une comptabilité de caisse. Et on va essayer de passer à une comptabilité d'exercice. Ce que vous allez apprendre dans le cadre de ce cours-là. Hein? Donc, parallèlement, comme expérience formateur, je suis formateur à l'École nationale d'administration et je leur dispense le même cours de comptabilité privée. Cet après-midi, j'ai cours avec eux, mais pour le cycle B, il y a le cycle A et le cycle B. Donc, ceux qui ont le bac qui rentrent, ils font cycle B. Donc, c'est 2 ans de formation et ils sortent contrôleur du Trésor. Ceux qui ont la maîtrise, comme moi, ils font cycle A. Voilà. Maintenant, il y a le concours direct pour ceux qui ont le bac et ceux qui ont la maîtrise. Et il y a le concours professionnel. Donc, si vous êtes cycle B, contrôleur, après avoir fait, je pense, 4 ans ou 5 ans, vous pouvez prétendre au concours professionnel. Voilà. Maintenant, pour le concours direct, la limite d'âge, c'est 33 ans. Pour le concours professionnel, c'est 53 ans. Donc, vous pouvez trouver ces informations dans le site de l'ENA. Maintenant, bon, la trame du module, telle que c'est défini dans les termes de référence. Donc, c'est l'initiation d'abord à la logique comptable. Ensuite, le dispositif fiscal et social. Là aussi, c'est maîtriser l'environnement externe. Parce que parmi les partenaires de l'entreprise, il y a l'État et il y a les organismes sociaux. Il y a aussi les salariés. Donc, la tenue de la comptabilité au jour le jour, ça, ce n'est pas pour que vous soyez des comptables. C'est pour que vous ayez les outils pour challenger votre comptable. Vraiment, il ne faut pas descendre bas, à un niveau très bas, pour manager votre entreprise. L'année dernière, j'avais fait un tableau là où il y a un arbre. Vous êtes au sommet de l'arbre. Et tout ce qui est derrière, en dessous là, c'est vos collaborateurs. Mais quelqu'un qui est au sommet doit avoir les outils, les techniques, le langage, le jargon pour pouvoir discuter d'égal à égal avec les collaborateurs. Vous n'allez pas tenir les livres quand même. Mais au moins quand le comptable vous donne la situation financière, patrimoine et exploitation, on va y revenir, vous devez être en mesure de l'interpréter et de lui poser des questions pertinentes. Vous devez être en mesure de détecter les difficultés financières de l'entreprise et de discuter avec le collaborateur sur les possibilités de correction. N'est-ce pas? Et l'année dernière, j'avais dit à vos prédécesseurs que ici, les patrons que vous êtes, ils n'ont pas l'habitude d'écouter les collaborateurs. Si vous convoquez une réunion pour ne pas écouter les gens, vraiment, il faut prendre votre décision seul dans votre bureau. Franchement. Maintenant, quand vous convoquez une réunion, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut introduire et écouter les gens.
Et chaque fois, les réunions doivent porter sur des problèmes où on doit trouver des solutions. Mais des réunions pour dire que oui, hier le conseil de Dipla où Youssou Ndour est venu, c'était intéressant, patati patata, c'est pas ça. Il ne faut pas perdre du temps. On n'a plus le temps à perdre. On est des pays sous-développés. Donc vous convoquez des réunions, vous êtes le patron. Le patron, il doit parler peu et bien. Mais ici, il y a des patrons qui parlent beaucoup et mal. C'est pourquoi on ne sera jamais développé. Ça, je le dis, hein, tout bas. Hein. C'est ça. Donc, si vous convoquez une réunion, c'est pour écouter les gens. Parmi les managers les plus efficaces, mais il y a ceux qui savent écouter. Il faut savoir écouter. Là aussi, il y a un bouquin qui s'appelle le bouquin de Dale Carnegie. Hein? Comment se faire des amis. Voilà, ça aussi, il faut lire. Même si vous n'avez pas le temps de tout lire, il y a des résumés qui sont dans le net. Voilà, vous avez des outils très puissants à votre disposition, mais vous utilisez ces outils-là pour les loisirs. Facebook, WhatsApp, ainsi de suite, ça vous fait perdre du temps. Il faut savoir consacrer du temps aux loisirs et du temps à la recherche. Donc vous êtes des entrepreneurs, ça veut dire que vous, tout ce que vous devez acquérir, vous devez le faire avec votre sueur. Donc il y a des pistes que les gens qui ont réussi, qui ont suivi votre voie, ont fait. Mais ça, il faut s'intéresser à ça. N'est-ce pas? Le temps, il est précieux. Hein? Donc ça, ce point-là va vous donner les techniques pour comprendre la comptabilité au détail. Et enfin, il y aura l'analyse financière. Là aussi, on n'a même pas le temps, parce qu'on n'a que 10 heures de temps pour l'analyse financière, 20 heures pour la compta. Ce que les gens, je parle sous le contrôle de mes collègues, hein, Guy et madame, ce que les gens font en 1 an, 2 ans. Première année, deuxième année. Mais vu votre niveau intellectuel, vous êtes en mesure de comprendre des trucs en un peu de temps. Si au préalable, on vous a bien fait le résumé. Donc il y aura beaucoup de tableaux, de résumés, que je vais vous faire dans le cadre du cours pour vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et maintenant, si vous voulez approfondir, achetez le bouquin de André Hersa, tome 1. Il y a tome 1, tome 2, mais surtout le tome 1, Initiation à la comptabilité. C'est très facile, vous lisez et vous comprenez. Il y a même des exercices d'application. Si vous avez le temps, vous le faites. Mais au moins, lisez au moins les cours. Donc moi, je n'ai pas l'habitude de dicter les cours, puisqu'il y a certains qui ont bien travaillé, mais autant utiliser ça. L'avantage, c'est que vous n'allez pas recopier et on va aller très, très vite. Donc, comment je vais procéder? Je dis à quelqu'un de lire et moi, je fais des explications. Moi, je pense que c'est plus rapide. Maintenant, par rapport au premier point, on va voir le plan comptable, le compte de résultat, c'est quoi? Le bilan, c'est quoi? Le plan de trésorerie, ça, ils l'ont mis dans les TDR, mais en réalité, c'est au niveau de l'analyse financière. C'est pourquoi je l'ai mis en violet. Les premiers indicateurs de gestion, ça aussi, c'est au niveau des comment dirais-je, de l'analyse financière. La tenue des documents comptables. Comment mettre en place sa comptabilité. Ça, on vous donne des pistes. Hein? C'est de logiciels de comptabilité, gestion, ou bien c'est d'un professionnel. Là, on a nos experts en informatique qui pourront nous aider aussi. Il y a des logiciels, maintenant il paraît qu'il y a un logiciel libre là qui s'appelle Odo. O-D-O-O. Là où j'habite, il y a une supérette. Je pense que c'est ça qu'ils ont. Et c'est pas mal parce que c'est une application web. Même les produits, vous les photographiez. Sur la quittance, je ne sais pas si vous achetez en ligne avec Decathlon, mais c'est extraordinaire parce que sur la facture, ils vous mettent les photos des articles, les références des articles détaillées, le prix unitaire et la quantité. Donc, c'est des logiciels intégrés avec beaucoup de modules. Il y a un module comptabilité, il y a même un module marketing digital là. Il y a des modules de gestion prévisionnelle, de trésorerie, ainsi de suite. Bon, il paraît que c'est libre, moi je ne connais pas. Moi, le logiciel que je connais le mieux, c'est Sage.
SARI comptabilité et SARI gestion commerciale. Ça s'appelait SARI, S-A-A-R-I, maintenant ça s'appelle SEDGE. Bon, il y a d'autres logiciels qu'on appelle Tompro, Ciel, ainsi de suite. Hein. SAP, mais SAP c'est du lourd, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est un logiciel allemand, mais c'est très lourd, il faut avoir beaucoup d'argent. On va y revenir. Hein. Par rapport au dispositif fiscal et social, donc il faut connaître les régimes fiscaux, analyse et optimisation des méthodes d'imposition. Parce qu'en fonction du régime fiscal, on peut soit gagner ou perdre. Voilà, il y a le régime du réel, le régime de la contribution globale unique. Tout ça, on va vous dire ce que c'est. Il y a ce qu'on appelle les exonérations fiscales. Par exemple, tout ce qui est, il y a beaucoup d'agripreneurs. Donc merci mon ami pour ce mot-là que je découvre. Donc là, quand c'est des produits non transformés, crus, naturels, d'habitude, on n'applique pas de fiscalité, notamment la TVA. Mais quand vous mettez de la valeur sur ces produits-là, par exemple, vous achetez une tomate fraîche, vous produisez de la tomate fraîche, vous le vendez en l'état, ça, il n'y a pas de fiscalité. Mais si vous prenez cette tomate fraîche-là, que vous transformez en, comment dirais-je, les djek boudjar là, comment ça s'appelle? Les djek boudjar. Voilà, concentré. Là, vous avez mis de la valeur. Et là, le fiscaliste va vous dire, il faut payer la taxe sur la valeur ajoutée, parce que le fiscaliste va considérer toute valeur ajoutée comme une création de richesse. C'est là où vous allez voir que la comptabilité analytique, peut-être qu'on aura le temps d'en parler rapidement, c'est un excellent outil d'aide à la décision. Parce que la comptabilité analytique va vous dire que dans le cadre de la transformation de cette tomate-là, là, vous allez avoir un coût de revient. Mais est-ce que vous allez vendre moins que ce coût de revient-là? Non, vous allez vendre à un prix supérieur. Et la différence entre ce prix de vente et ce coût de revient, c'est ce que l'on appelle la marge commerciale. Donc vous allez avoir la marge commerciale unitaire et la marge globale sur la quantité totale vendue de tomates. Ça, on va essayer d'en parler rapidement. TVA, ça aussi, ça va beaucoup vous fatiguer en tant qu'entrepreneur. Donc en matière fiscale, vous avez les taxes directes, les taxes indirectes et les droits d'enregistrement et de timbre. Donc, sur chaque formalité administrative, il faut payer des droits. Sur chaque opération commerciale qui génère des revenus, il faut payer des taxes indirectes, notamment la TVA. Même quand vous importez des biens, notamment des biens spécifiques, comme quoi? La cola, le tabac, les corps gras, hein? Même les armes à feu, ça, il faut payer une fiscalité particulière. En plus de la taxe sur la valeur ajoutée. Ceux qui font télécom, il y a une taxe qui s'appelle RUTEL, redevance universelle des télécommunications, facturée sur les appels extérieurs entrants, je pense. Ça aussi, ça fait partie de l'assiette de calcul de la TVA. Donc regardez vos factures Sonatel, vous allez voir que la RUTEL est là, et ils prennent ce qu'ils ont fait comme prestation, plus cette RUTEL-là, et c'est là où ils appliquent le taux de 18%. Ça, on va y revenir. Les autres taxes que l'entreprise... maintenant, le régime social, ça, c'est par rapport à tout ce qui est retraite. Il y a retraite obligatoire et retraite facultative. Donc, il y a régime général, quand c'est obligatoire, et régime complémentaire cadre, quand c'est facultatif. Au niveau du point sur la comptabilité au jour le jour, il y a les règles de facturation. Quelles sont les mentions obligatoires? Il y a un décret qui dit que voilà le format de votre facture. Et si vous ne respectez pas ce formalisme-là, votre facture d'achat n'est pas autorisée à déduire la TVA. Ne vous permet pas de déduire la TVA.
Donc c'est ça qu'on appelle les conditions de forme de déductibilité de la TVA. Ça, on va y revenir. Donc il faut mentionner des éléments obligatoires comme quoi, par exemple, quand vous créez une entreprise, qu'est-ce qui vous permet de vous identifier au niveau de l'État? Le NINEA. Parce que les entreprises, c'est comme nous, hein. Les entreprises, c'est des personnes physiques et des personnes, voilà, morales. Les entreprises individuelles, c'est des personnes, on les assimile à des personnes physiques. Les entreprises sous forme de société, on les assimile à des personnes morales. Mais une personne physique, elle a un acte de naissance. Et elle a des mouvements dans sa vie, n'est-ce pas? Des fois, vous avez, vous mariez, on divorce, vous vous mettez avec quelqu'un d'autre. L'entreprise, c'est pareil, on se marie avec une autre entreprise, soit on fusionne, ou bien on est absorbé par une autre entreprise. C'est ça qu'on appelle fusion-réunion. Ou bien une entreprise qui a deux activités qui sont diamétralement opposées va scinder les deux activités en deux entités distinctes. C'est ça qu'on appelle la scission. Et pour ça, tout ça, c'est des actes nouveaux qui sont assujettis à des droits d'enregistrement, de timbre et de mutation. Gestion administrative, tout ce qui est gestion du courrier, ainsi de suite. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, on parle d'ouverture dans le net, digitalisation, dématérialisation. Mais jusqu'à présent, il faut savoir écrire des correspondances. On ne va pas s'adresser à un client et lui dire bonjour, avec le langage des SMS là, et lui dire truc. Au revoir. Il y a un langage commercial à tenir. Et il y a des règles de politesse à respecter. Nous, à l'ENA, il y a un cours qu'on appelle rédaction administrative. Il y a un style à mettre pour les notes, les lettres, les comptes rendus, les rapports, ainsi de suite. Si vous n'adoptez pas ce jargon-là, cette technique-là, mais ça va être difficile de pouvoir communiquer avec vos partenaires. Supposons, vous faites l'objet de redressement fiscal, mais vous n'allez pas vous adresser au fisc avec un langage à la limite de la rue, quoi. Il y a le langage officiel, avec les formules de politesse. Il y a ce que l'on appelle les formules d'appel. Bonjour, monsieur le chef de centre fiscal. Je vous prie, ainsi de suite. Ça, c'est les formules de politesse. Et il y a ce que l'on appelle la chute. Il y a ce que l'on appelle aussi le timbre. Le timbre, c'est comme ici, PSEJ, ainsi de suite. Vous le mettez en haut à gauche. Tout ça, on va en parler. Malheureusement, ce ne sera pas l'objet du cours, mais on va en parler. Parce que quand vous faites l'objet de redressement fiscal ou bien vous devez vous correspondre avec votre banque, il faudra savoir comment disposer votre lettre. Voilà, les procédures administratives et les obligations comptables. Obligations comptables, quand est-ce qu'il faut faire la déclaration de TVA? Quand est-ce qu'il faut faire l'arrêté des comptes? Quand est-ce qu'il faut déposer les comptes arrêtés aux impôts? Est-ce que vous voyez? Si vous ne déposez pas à temps, vous allez subir des pénalités. Donc il y a des pénalités aussi sur nos déclarations. Quand vous ne déclarez pas, on vous pénalise. Si vous déclarez avec retard, on vous pénalise. Si vous maquillez des données dans la déclaration, on vous pénalise. L'État est très fort. Ça, nous, on l'appelle prérogative de puissance publique. Voilà. Donc, l'entreprise doit se conformer à la législation, c'est-à-dire les lois, et à la réglementation en vigueur en matière financière et comptable. Si c'est les autres matières, ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas soumis à ça. Mais si c'est la législation fiscale et la réglementation financière et comptable, là, il faut vous conformer. C'est comme à l'autoroute.
On ne peut pas prendre l'autoroute et dire que oui, moi je roule en sens inverse. Ou bien quand je dépasse par la droite. Donc il y a des règles à respecter. Comprendre et mettre en place une relation avec un expert comptable. Donc voilà quelqu'un qui va beaucoup vous assister et beaucoup vous aider. Et c'est une obligation de recourir à un expert comptable. Pourquoi? Parce qu'en fin d'année, tout ce que votre comptable mettra, je ne dirais pas vous, mais tout ce que votre comptable mettra dans les états financiers et que vous avez validé, ou bien que le conseil d'administration a validé, ça, il faut un œil extérieur qui va vous dire « Oh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut rectifier ». Et à la fin, il va dire « Je certifie que les comptes de votre entreprise sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation patrimoniale et de l'exploitation. » Là, c'est votre quitus pour une gestion, c'est-à-dire pour un exercice comptable qui va du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Si vous n'avez pas ça, vraiment, vous avez des problèmes. Chez vous, privé, il n'y a pas de problème, mais chez nous, public, en plus de cet expert comptable, il y a ce que l'on appelle la Cour des comptes. Ils ont publié le rapport. Et si vous regardez le rapport de 2017, vous allez voir mon nom là-bas. Parce qu'entre autres, j'étais comptable au niveau de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, il faut bien travailler. Bon, heureusement que c'est en bien pour le moment. Mais jusqu'à 10 ans, je suis justiciable de droit commun, justiciable de la Cour des comptes. Donc nous, c'est plus dur. Parce que dès qu'on vous qualifie de détournement de deniers publics, donc on qualifie notre délit de détournement de deniers publics, là, le juge ne cherche même pas à comprendre. Il vous met au gnouf pendant 6 mois pour dire que, je prends le temps, 6 mois, pour faire l'instruction. Au finish, si c'est bon, je vous laisse. Non-lieu. Si ce n'est pas bon, 5 ans, 10 ans, 15 ans, plus amende. Et les comptables publics sont très fatigués. Parce qu'on est personnellement et pécuniairement responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va saisir nos biens, les biens de nos femmes, de nos enfants et tout, pour rétablir le déficit. Oui. C'est ça qu'on appelle responsabilité personnelle et pécuniaire. Alors que votre comptable privé, lui, il n'a aucune responsabilité. Vous le prenez, vous l'amenez à la justice et vous le renvoyez. Alors que nous, on nous enferme. Oui. Vous me voyez les yeux rouges là, ce qui est larmant là. C'est parce qu'on a beaucoup de problèmes. Hein. C'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête là. Hein? On est fatigué. Hein? Hein? Non, c'est pour vous dire que comptabilité, ça ne badine pas. Hein. Les éléments de preuve, la comptabilité, c'est des éléments de preuve. Quand le juge ou bien quand le fiscaliste rentre dans l'entreprise, la première chose qu'il demande, où sont les documents? Parce que la comptabilité, c'est des enregistrements. C'est comme en informatique, une base de données. C'est des enregistrements. Quand on fait l'audit informatique là, mais qu'est-ce qu'on demande? On ne demande pas l'application web là ou vraiment la partie applicative. On va demander les bases de données. Et on va faire l'audit. Faites-moi l'extraction. Il y en a qui sont forts sur Excel. Il y a d'autres des outils là que je ne connais même pas. SQL, MySQL. Là, c'est pour faire des recoupements. Et moi, je vous dis, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas cacher les choses. Parce que l'État est très fort. L'État a des pouvoirs exorbitants. Et ils peuvent vous contourner pour avoir la bonne information. Ils passent par votre banque. C'est ça qu'on appelle le pouvoir de réquisition des tiers. Et nous, en tant que fisc, service public, on a la possibilité de bloquer vos comptes bancaires. C'est ça qu'on appelle avis à tiers détenteur. Tous les tiers qui détiennent vos avoirs là, on a la possibilité de les appréhender, de les récupérer d'office. Et vous ne pourrez rien faire. On ne pourra pas vous mettre en prison, mais on a la possibilité de récupérer vos biens. Donc,
J'ai dit, pouvez traquer, mais pas celles qui sont dans des paradis fiscaux. Oui, c'est pourquoi, c'est ça. Mais dans tout système, il y a des failles. C'est tout. Donc c'est pourquoi certains, ils vont loger leurs fonds dans les paradis fiscaux ou bien des fils de dictateurs là. Ils vont prendre leur argent et ils mettent à l'extérieur. Mais tant que vous êtes dans l'espace fiscal sénégalais, on a la possibilité de vous pincer. Et maintenant, même si vous êtes dans un paradis fiscal et que ce pays-là a conclu des accords fiscaux avec le Sénégal, on peut vous appréhender parce que c'est des exceptions à la règle. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas parce que vous avez des comptes aux îles Caïmans là, ou bien à Monaco que vous allez échapper. Parce que même dans le transfert d'argent, l'argent est encore dans le territoire sénégalais. Mais ils ont créé un dispositif pour vous pincer. Hein. Ça s'appelle comment ce dispositif-là? Une structure. Ça s'appelle la CENTIF. Cellule nationale de traitement de l'information financière. En France, ça s'appelle TRACFIN. On traque les finances. On a vos références bancaires. On a les dates des transactions. On a le montant des transactions. Et on a le motif de la transaction. Je ne sais pas si certains ont eu à faire des virements à l'étranger, mais on vous demande les contrats, on vous demande les factures, on vous demande toutes sortes de justificatifs. Dès que ça dépasse un certain montant, je pense que c'est 1 million ou des trucs comme ça, on vous fatigue. Et même les banques étrangères là, avant de verser ça dans votre compte, pour le bénéficiaire là-bas, ils posent des questions. Nous, on a eu à faire des attestations d'exécution de marché pour des fournisseurs étrangers. Parce que leur banque a reçu l'argent, mais n'a pas voulu le mettre. Parce qu'elle disait qu'on ne connaît pas la provenance de cet argent-là. Donc, si vous ne tenez pas une bonne comptabilité, mais vous n'avez pas cette documentation ou bien ces justificatifs-là pour pouvoir faire ces transactions-là. Maintenant, comprendre et mettre en place une relation avec un banquier. Heureusement qu'on a 2 banquiers ici. Donc, ils vont nous aider à mieux approfondir ce point. Gestion des stocks. Donc, ça, c'est pour des structures de production ou bien les entreprises commerciales qui achètent stock et revendent en l'état. Quand on dit achat et vente en l'état, ça veut dire qu'il n'y a pas de processus de transformation. Mais ici, ils payent de la valeur ajoutée parce qu'ils achètent à 100 et ils revendent à 150. Donc ces 50-là sont soumis à la TVA. Donc c'est pour vous dire qu'il y a les entreprises de production, il y a les entreprises commerciales, les entreprises mixtes, production commerciale, les entreprises de prestation de services informatiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, gérer la relation client et le recouvrement. Bon, il y a certains points, c'est juste des exposés, bon, on échange quoi. Parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dedans. Maintenant, pour l'analyse financière, c'est d'abord évaluer les besoins de financement pour assurer le développement de l'activité de l'entreprise. Maîtriser d'abord les premiers indicateurs d'analyse financière, c'est le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Élaborer et analyser le plan de trésorerie de l'entreprise. Et élaborer et analyser les outils de gestion opérationnelle de l'entreprise, les tableaux de bord, ainsi de suite, quoi. C'est bon? Voilà. Question? Je veux savoir, puisque vous avez présenté ici de manière un peu générale, synthétique, beaucoup de modules ici. Je vois la comptabilité, je vois également l'analyse financière, je vois la fiscalité, ainsi que même un peu de droit. Ouais. Maintenant, vous allez en fait nous donner quel module en fait. C'est ça que je veux savoir. Voilà, excellente question. En fait, ça c'est tout ce qui est domaine externe à la comptabilité, mais qui a des relations très ténues. Parce qu'on ne peut pas parler de comptabilité sans parler de fiscalité. Quand on vous dit TVA, il faut savoir ce que c'est que la TVA. Parce que dans la comptabilité, il y a une méthode pour
comptabiliser la TVA. Quand on dit impôt sur le revenu, qui est un impôt direct, ça aussi, il faut savoir comment le comptabiliser. Ou bien, même si on le comptabilise, quelle est l'utilité de ça? Quand on dit dette sociale, quand on dit dette sociale, ça veut dire quoi? C'est tout ce qui concerne, par exemple, les salaires. Les salaires. Oui. Ensuite. Ainsi aussi les organismes sociaux. Les organismes comme le IPRES, caisse de sécurité sociale. Oui, caisse de sécurité sociale. Les mutuelles. Oui, les mutuelles. Les coopératives d'habitat, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi. Donc, il faut faire ce lien-là. Ensuite, quand on vous dit analyse financière, mais on ne peut pas faire de l'analyse financière sans les inputs. Les inputs, la matière première, c'est quoi? C'est les éléments de la comptabilité. Donc, tout est lié. Mais là, ce n'est pas des cours en profondeur comme à la fac, hein. C'est juste de manière superficielle. Hein. Puisque je vois après ces modules, on a des cours de fiscalité à part, je pense. Ça vous permettra d'approfondir. Oui. Ça vous permettra d'approfondir. Donc, ça veut dire que quand on va vous parler de fiscalité, automatiquement, tac, vous allez faire le lien avec la compta. C'est ça. C'est bon? Donc, ça veut dire qu'on ne va pas passer beaucoup de temps sur ça. C'est vite fait, quoi. Autre question? C'est bon. Voilà, donc là, d'abord, on va vous parler du contexte. Le plan comptable SYSCOA, ça c'est le livre. Donc c'est la page 95 à 110 du livre. Le bilan, là aussi c'est le livre. Bon, ils ont la version scannée du livre pour ceux qui ne l'ont pas. Le livre coûte 5 000 francs. Hein. Ceux qui ne l'ont pas, vous demandez à Mounir qui va vous envoyer ça par mail. Ou bien même qu'il le mette dans la plateforme. Il y a le compte de résultat, là aussi c'est le livre. Tout ce qui est marron, c'est le livre. Il y a les flux économiques. Qu'est-ce qu'on appréhende par flux économique qui traverse l'entreprise? C'est comme l'homme, hein? On a des ondes positives, des ondes négatives qui rentrent chaque jour. Voilà. C'est pourquoi, je ne sais pas les autres confessions, mais chez nous les musulmans, c'est pourquoi il faut prier pour faire évacuer ces ondes-là. Il faut aller à la Mecque pour évacuer ces ondes-là. Et vous me voyez là, ici noir là. Mais pendant le froid là, moi je sécrète de l'électricité. Hein. Je génère de l'électricité. Vous me saluez et il y a tac, une étincelle. Donc tout ça c'est des ondes. C'est pourquoi dans les maisons il faut une prise de terre pour absorber ce surcroît, cet excédent d'électricité là. Donc ça c'est les flux. Donc vous avez des flux comme en sciences physiques, des plus et des électrons positifs et des électrons négatifs. Voilà. Et tout frottement crée de l'électricité. Mais tout frottement entre deux corps de sens opposé. Parce que si c'est de même sens, là, ça se repousse. Et on a vu et ils sont mis au gnouf. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de tabou, hein. Parce que même celle qui fait les rues, là, elle a une activité, elle a une entreprise. Elle a des clients, elle a des fournisseurs. Hein? Et elle a son registre d'entrée et de sortie. Financier, je dis. Voilà. Donc, n'importe où, on peut faire de la compta. L'année dernière, on avait pris le cas d'un ami, d'un collègue qui devait faire de l'élevage de porc. Et là, il a ses matières premières, il a ses immobilisations animales, il a ses déchets, il a tout. Et vous allez voir qu'en matière agricole, c'est extraordinaire. Rien ne se perd. Même les déchets sont vendus à prix coûtant. Même ceux qui font de l'élevage, comment ça s'appelle là? L'élevage de poulet de chair. L'aviculture. Mais en fin de cycle, on récupère le truc là. Voilà. Et on le vend. Je pense c'est combien? 1000 francs le sac.
Les plumes, on les vend. Ceux qui font le djurgot, là. Ils achètent les plumes. Hein? Les pâtes. Moi, j'ai vu, parce que ces temps-ci, je m'intéresse beaucoup à l'élevage. Il y a un gars là, c'était un ingénieur en BTP, qui a créé une entreprise agricole, une ferme intégrée, mais dans un espace de, figurez-vous, de combien? 200 mètres carrés. Et dedans, il a 6 activités. Donc, il fait de l'élevage de lapins. Il a mis des trucs en bambou pour pouvoir récupérer les déchets qu'il va fermenter ou bien pour créer quoi? Non, 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 les vers là, comment ça s'appelle? Les asticots. Et il utilise les asticots pour faire de la pisciculture. Avec des techniques très rudimentaires. Hein. Il prend un support comme ça, en bois, il met les déchets dessus avec les asticots. Et avec la chaleur, les asticots vont essayer de fuir cette chaleur-là, tomber dans le, comment ça s'appelle? Dans le bassin et récupérer par les trucs. Maintenant, souvent, quand l'eau du bassin est sale, il fait de la vidange. Et avec cette vidange, il a fait un système d'irrigation pour les plantes, ainsi de suite. C'est extraordinaire. Sur 200 mètres carrés. Moi, j'ai repris cette expérience-là. Chez moi, il y a mon frère qui est à l'extérieur qui a acheté un terrain de 150 mètres carrés. Donc, c'est attenant en sens opposé à ma maison. Et j'ai fait du maraîchage là-bas. Maintenant, je n'achète plus le truc qui là, l'aubergine là. Comment ça s'appelle? Batans. Je ne l'achète plus. J'en mangeais plus, maintenant j'en mange. Parce que c'est du gâchis. Depuis le mois d'octobre, depuis le mois de décembre, presque chaque semaine, j'ai un seau rempli, chaque 10 jours, rempli de batans, de tomates. Il y a le tomate djamboula. Oui, et les tomates farcies. Bon, j'avais mis de la salade, mais il y a les oiseaux là qui ont tout, vraiment. Les plantes là. Bon, on va mettre des moustiquaires et tout. Mais là, je me suis dit, mais ça, c'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. Souvent, on se lance dans un projet pour dire que oui, ça ne va pas réussir. Mais dès que ça porte ses fruits, et là, ça donne des idées. Hein? Il faut essayer de dupliquer ça, grandeur nature, avec beaucoup de moyens. Et pour ces moyens, il faut du financement, il faut maîtriser la compta, ainsi de suite. Voilà, traitement des opérations et les supports de comptabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un journal, un grand livre, une balance? Vous discutez avec vos comptables. Oui, c'est dans la balance, il faut savoir. C'est dans le journal, il faut savoir. C'est dans le grand livre, il faut savoir. Hein? Les schémas d'un exercice comptable. Là, on va voir, mettre en place sa comptabilité. Quelles sont les techniques pour mettre en place une comptabilité? Mais de plus en plus, la comptabilité, elle est informatisée. Et là, l'enjeu, c'est le paramétrage. Fiscalité de l'entreprise, régime social de l'entreprise et charges de personnel. Là aussi, c'est très important. Vous allez payer beaucoup de charges. Même chez nous, on paye les femmes de ménage. C'est des charges de personnel. Est-ce que vous voyez? On achète des denrées alimentaires, c'est des stocks. On a le salaire en fin de mois, c'est des revenus. On a les dépenses courantes dans le mois, c'est des charges. Quand on a sa bourse et qu'on donne à sa copine, c'est des transferts, c'est des dons sans contrepartie. Il y en a, c'est des dons, surtout avec l'événement de demain. Hein? J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de contrepartie. Elle n'est même pas au courant. Elle n'est même pas au courant. Voilà, donc ça veut dire qu'au jour le jour, on fait des opérations comptables. Mécanisme de TVA et déclaration. Là aussi, on va voir le livre. Parce que vraiment, la TVA, comme je l'ai dit, va vous fatiguer. Vous allez déduire vous allez collecter de la TVA sur vos ventes. Et l'État va vous permettre, si vous respectez les conditions de forme et de fond, de déduire la TVA sur vos achats. Et si vous déduisez mal, l'État va vous redresser. Et l'État vous dit,
À la fin de chaque mois, au plus tard le 15, au plus tard, il ne faut pas attendre jusqu'au 15 pour payer, hein, mais au plus tard le 15, il faut reverser la TVA que vous avez collectée et dont je vous ai autorisé à faire les déductions sur vos achats, mais qui rentrent dans le cadre du processus normal de production ou d'exploitation. Si vous ne le faites pas, ils vont venir, les gars du fisc, ils sont très forts en compta et ils vont vous redresser. Et là, vous allez payer le principal et les intérêts et les pénalités. C'est bon? Donc, il faut maîtriser la TVA parce que l'essentiel de vos activités, ce sera de la TVA collectée. Dès que vous faites une vente, même quand vous allez à la supérette, regardez les quitus là, les quittances, les reçus, il y a la TVA dedans. Il y a la TVA dedans. Le plan de trésorerie, là aussi c'est important, parce que l'objectif c'est d'avoir du cash, d'avoir de la trésorerie. C'est pourquoi même quand vous allez créer une entreprise et demain, vous allez faire disparaître cette entreprise, vous allez arrêter votre activité, là vous allez liquider. Liquider, ça se réfère aux liquidités. Vous allez réaliser l'actif, vous allez vendre tout ce que vous avez comme bien et vous allez essayer d'apurer le passif. Et la différence entre ce que vous avez vendu et ce que vous avez payé, c'est ça qu'on appelle le boni ou le mali de liquidation. C'est bon à ce stade? Oui. Les yeux larmoient parce que je regarde beaucoup l'écran. Je suis très fatigué. Je suis le directeur de l'informatique du Trésor public. C'est très compliqué. Un comptable, on me nomme directeur de l'informatique. J'y connais rien. Depuis 5 ans. Je regarde l'écran jusqu'à être fatigué. Voilà. Donc, heureusement que j'ai mes collègues informaticiens. Ils vont essayer de prendre le relais. Hein? Comme ça, moi, je vais retourner à la compta. Ah. C'est ça que je connais. Mais je me réveille un beau jour, décret. Saloum Diop, directeur de l'informatique. Je suis resté 3 jours à pleurer. Mais heureusement, on a de bons collaborateurs et c'est eux qui font le job. Et comme je vous ai dit, moi je suis au sommet et je ne fais que superviser. Au début, c'était très difficile, mais après, ils m'ont formé. J'ai appris le jargon parce que quand vous êtes dans un domaine, il faut apprendre le langage, le jargon. Là, quand vous dites base de données, quand vous dites requête SQL, là, je connais. Donc, on ne peut pas diriger une réunion avec des ingénieurs informaticiens qui ont même des diplômes de cybercriminalité et ainsi de suite, sans vraiment connaître ce qu'ils disent. Et là, c'est des décisions très importantes qu'il faut prendre lors des réunions. Parce que souvent, les gens, vous qui êtes dans le privé, vous croyez que dans le public, là, on ne travaille pas. Mais moi, nous, on travaille. Moi, je peux donner mon exemple. Moi, à 6h45, je suis au bureau. Et tous les jours, je suis là-bas jusqu'à 22h. Je ne prends pas de pause. Ouais. Et j'habite très loin. J'habite à Sangalkam. 6h45, tous les jours. Des fois, les week-ends, je travaille. L'État, c'est du lourd. Le Trésor public ne fait pas moins de 1,5 milliard de transactions par jour. Rien qu'en recette. Je ne vous parle pas des dépenses. En fin de mois, on fait plus de 200 000 paiements. Salaire, ainsi de suite. En une journée. Compte non tenu des autres jours. Donc, on travaille. Hein? C'est pourquoi quand on nous paye bien là, vous dites, ouais, ils sont hyper bien payés, mais on est mal payés. Les premiers indicateurs de gestion, ça c'est l'analyse financière. Donc ici, c'est imbriqué. Vous avez la comptabilité, la gestion et l'analyse financière, qui est une composante de la gestion. La comptabilité au jour le jour. Hein. Maintenant, le contexte. Question, vous n'avez pas de question? Donc, là, le coût... Oui, question. C'est pour la TVA. Est-ce qu'il est possible de le payer annuellement ou bien c'est chaque mois? Ça, En fait, ils disent les petites ou les micro-entreprises, les très petites entreprises ou les micro-entreprises, là, on leur donne la possibilité de payer au trimestre.
Voilà. Mais pour le reste, c'est le droit commun, c'est mensuel. C'est le régime normal. Chaque fois en matière de fiscalité, il y a le régime normal et le régime dérogatoire. Mais le maximum, c'est le trimestre. Au plus tard, le 15 du trimestre suivant. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de reverser la TVA collectée. Si vous n'avez rien collecté, vous ne reversez rien. Mais vous êtes tenu de faire une déclaration au néant. Et maintenant, ils ont digitalisé. Ils ont créé un dispositif qu'on appelle e-tax, Electronic Tax, qui vous permet de faire la déclaration en ligne et le télépaiement. Mais le télépaiement par virement électronique. Et là aussi, les virements impactent des comptes du Trésor public. Donc depuis 2016, le Trésor fonctionne comme une banque. Le Trésor a les mêmes outils que les banques. C'est ça qu'on appelle SICA et STAR, Système interbancaire de compensation automatisé. STAR, c'est système de transfert automatisé et de règlement, qu'on appelle en anglais là, le RTGS. Quand vous allez à la banque, vous lui dites faites-moi un virement. Si vous voulez que le virement impacte Johnny, le compte du bénéficiaire, ils vous disent je vais faire un RTGS. Sinon, là c'est pour tout montant ou bien quand il y a urgence. Mais si le montant est inférieur à 50 millions, dans l'espace UEMOA, la BCEAO exige à ce qu'on utilise l'outil SICA. Ça c'est à J avant 10h30 ou bien à J plus 1 après 10h30. Tout ça aussi il faut maîtriser. Par exemple, vous encaissez un chèque de votre client, vous réceptionnez un chèque. Si vous voulez que l'argent soit disponible dans votre compte aujourd'hui, il faut le déposer à l'encaissement avant 10h30 à la banque. C'est pourquoi au-delà de 10h30, vous allez voir que sur le bordereau de versement, ils vont mettre la date du lendemain. Et si c'est le vendredi, ils vont mettre la date du lundi. Et même ça, la fiscalité dit. Par exemple, les acomptes provisionnels, quand vous faites un bénéfice, avant d'arrêter les comptes, parce que l'arrêté des comptes, c'est au mois de fin avril. L'État vous dit, j'ai besoin d'argent, vous allez verser un acompte. Et le délai, le premier acompte provisionnel, c'est le 15 février. Mais le 15 février étant samedi, la fiscalité va dire le premier jour ouvrable de la semaine. Donc, ils sont en train de mettre, même Sénéweb, vous allez voir ça dans les journaux, ils sont en train de mettre un avis pour dire que au plus tard le 17, il faut verser le premier acompte. Pour ceux, c'est là où on va y revenir, pour ceux qui sont affiliés au régime du réel. Mais ceux qui ont le régime forfaitaire, qu'on appelle contribution globale unique, qui va regrouper 6 impôts, ça, ils font une déclaration avant la fin de l'année, ou bien dès qu'ils créent l'entreprise, et ils vont verser le montant. Et là, ils sont peinards pendant 1 an. Mais ça suppose que leur chiffre d'affaires ne soit pas supérieur à 50 millions et qu'ils soient des entreprises individuelles ou bien des personnes commerçantes. C'est pour les personnes physiques. Mais les personnes morales, il faut payer l'impôt sur le revenu des sociétés qu'on appelle impôt sur les sociétés. Si vous faites un bénéfice, c'est 33%. Si vous faites une perte, c'est au minimum 500 000 ou au maximum 5 millions. Donc ça, ce sera dans le cours. Maintenant, en matière de comptabilité, on a ce que l'on appelle la comptabilité publique et la comptabilité privée. Et la comptabilité publique, ça s'applique à qui? Donc, vous avez l'État central. Quand on dit l'État central, ce n'est rien d'autre que les institutions de la République. Qu'est-ce que vous avez comme institution de la République? Non. Institution de la République. Institution. La première institution de la République, c'est quoi? C'est la présidence de la République. La deuxième, c'est quoi? L'Assemblée nationale. La troisième? Oui, Cour suprême. La quatrième? La haute? Non. Ça, c'est dans le truc judiciaire, là. La haute cour? Non. HCC. Conseil des collectivités territoriales, là. Voilà. Il y a aussi le conseil
économique et social. Donc, pour le détail, là, il faut vous référer à quel document? Quel document de base qui va vous dire, voilà les institutions de la République. Juriste, c'est quel document de base? Le document de base qui répertorie les institutions de la République. La Constitution. Là où on va vous dire que voilà le truc, le Sénégalais c'est tel, il faut respecter les religions, il faut ceci, il faut cela. C'est un document de base, vous l'avez voté. Et maintenant, ceux qui veulent, comment dirais-je là, ceux qui veulent conserver leur mandat, qu'est-ce qu'ils font? Comme en Guinée, il n'y a pas de Guinéens ici. Hein? Ils essaient de modifier la Constitution parce que c'est le document de base qui est l'émanation du peuple. C'est vrai, c'est appliqué par les institutions, mais c'est voté par le peuple. C'est pourquoi il y a l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple. Donc, ça c'est ça. Ensuite, les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales. Collectivité territoriale, autant on disait collectivité locale, mais maintenant on dit collectivité territoriale, depuis 2019. Collectivité territoriale, un exemple. Mais vous habitez quelque part. Les mairies, c'est tout. Le conseil départemental. Et là, détrompez-vous, il n'y a pas que le maire qui prend les décisions. Le maire applique les décisions qui sont prises en conseil municipal. Donc c'est comme en entreprise. Vous avez le conseil d'administration et l'organe exécutif qu'on appelle la direction générale. Pour l'État aussi, vous avez le conseil d'administration qu'on appelle Assemblée nationale et vous avez l'organe exécutif qu'on appelle président de la République. Et le président, ses directions, ça s'appelle le gouvernement. Donc ici, j'ai oublié de le dire, au niveau de l'État central, il y a les institutions de la République et le gouvernement. Le gouvernement, c'est les ministères, les services publics. Par exemple, la direction générale du Trésor, c'est dans le gouvernement. La direction générale des impôts et domaines, c'est dans le gouvernement. La direction générale des douanes, je vais vous parler de tout, je vais vous lister tous vos partenaires publics, c'est dans le gouvernement. Dans un service public qu'on appelle ministère des Finances et du budget. Donc vous, pratiquement, vous n'aurez pas de relation directe avec le budget, mais vous allez avoir des relations avec les services publics. Si vous devez fournir des services à des directions du ministère des Finances, mais vous vous adressez à ce service-là. Ça, c'est en amont. Mais derrière, pour recevoir votre paiement, c'est le Trésor qui, vous allez vous adresser au Trésor. Ou bien le Trésor va faire le virement et vous informer de l'effectivité. En fin d'année, si vous faites votre déclaration, mais vous allez vous adresser à la Direction générale des impôts et des domaines. Si vous importez du matériel, vous allez vous adresser à vos amis, les douaniers. Et là, ceux qui font transport logistique, ils vont faire de l'intermédiation. Parce qu'une personne simple, comme nous, ne peut pas faire de l'intermédiation en matière douanière. C'est ça qu'on appelle les commissionnaires ou les créditaires en douane. Voilà, ou déclarants en douane. Des fois, il y a des entreprises qui ont l'agrément, comme même les grosses boîtes là. Mais personnes physiques ou les petites entreprises, ils ont recours. Nous, on les appelle communément les transitaires. C'est des commissionnaires en douane. Donc là aussi, la douane, c'est leur partenaire privilégié. Voilà. Et ils ont leur caution là, ils le versent au niveau du Trésor. Et ils sont agréés par le Trésor. C'est-à-dire par la douane, conjointement par le Trésor et par la douane. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ils sont gérés par deux perceptions. Il y a la perception de l'AIBD,
aéroport international Blaise Diagne, et il y a la perception de Dakar Port. Dakar Port, voilà. Donc c'est en matière de transactions, d'opérations maritimes et d'opérations aériennes, et même routiers. Ça demande combien? J'ai entendu que c'est maintenant c'est la caution, c'est 70 millions. 60 millions. Oui. Voilà, c'est ça. 60 millions. Il faut que vous ayez à la douane, après ils vous Non, en fait, ce n'est pas une caution qu'on verse, hein. Ce n'est pas de l'argent cash qu'on verse. C'est-à-dire vous allez via une banque, Oui. la banque vous cautionne. Mais la banque ne va pas faire ça sans contrepartie. Vous allez payer. Vous allez payer. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vous agréer comme créditaire en douane avec une caution de 60 millions. Vous levez des déclarations douanières jusqu'à hauteur de 60 millions. Et 15 jours après avoir fait une déclaration, c'est-à-dire dès que vous êtes créditaire, vous enlevez de la marchandise sans payer. Mais vous avez un délai de 15 jours. Dans les 15 jours, si vous ne payez pas, on vous bloque. Mais ça, c'est une forme de paiement. Il y a le paiement cash. Il y a le cash, ça on le verra en comptabilité. Soit vous payez cash, en espèces, par chèque ou par virement, ou bien vous payez au comptant. Tout ce qu'on paye au comptant, vous allez le mettre comme dette à terme. Vous voyez? Ou bien comme créance à terme. Mais tout ce que vous payez cash, on le sent au niveau de la trésorerie. Ça va diminuer votre avoir en trésorerie. C'est comme quand vous allez à la boutique, vous avez 1000 francs, vous payez cash. Donc vous achetez un bien qui coûte 200 francs, mais les 1000 francs, c'est 1000 moins 200 et vous allez retourner avec 800. C'est différent où vous allez dire au boutiquier, ouvrez-moi un cahier. Et lui, il va dire les 200, je le marque. Et à la fin du mois, il va faire le récap et vous dit payez. Si vous ne payez pas, le boutiquier bloque. Ou bien vous allez à une autre boutique. Wow. C'est comme ça. Oui? Bonjour. Vous avez dit qu'il y a deux types de comptabilité. Mais pour la comptabilité publique, Oui. vous n'avez pas dit qu'est-ce qui lie une entreprise à ces qui-là? L'entreprise peut être fournisseur. L'entreprise, dans notre comptabilité, nous, Oui. on identifie l'entreprise à deux niveaux. D'accord. Soit comme fournisseur, là, l'entreprise fournit une prestation ou livre des biens à l'État, et l'État le paye via le trésor public. Ou bien l'entreprise est débitrice, c'est-à-dire l'entreprise est client. Comment? Parce qu'à la fin de l'année, il faut payer les impôts. Nous, on vous considère comme des clients. Il y a les clients personnes physiques quand c'est des impôts directs, et il y a les clients personnes morales quand c'est des entreprises. Là aussi, il y a ce que l'on appelle le rôle d'impôt. C'est notre facture à nous, qui répertorie ce que chaque client nous doit en fin d'année et qui est homologué par le ministre des Finances et du Budget. Quand il le dit, nous, on nous lâche pour faire le recouvrement. Wow. Et des fois, c'est des gladiateurs, quoi. Vous ne payez pas, on vous coupe la tête. Donc, c'est les clients de l'entreprise. Et dans votre comptabilité, parce que c'est deux comptabilités réciproques, quand vous devez à l'État, au niveau de l'entreprise, au niveau de la comptabilité de l'État, c'est une créance. Mais au niveau de votre comptabilité, c'est une dette fiscale. Quand l'État vous doit, au niveau de la comptabilité de l'État, c'est une dette fournisseur. Et au niveau de votre comptabilité, c'est une créance client. Parce que ici, l'État est votre client. Tout ça, on va y revenir. Donc, les collectivités territoriales, ça c'est les communes, les conseils départementaux, les établissements publics ou organismes publics autonomes. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital principal, c'est un organisme public autonome. Ils ont une autonomie de gestion et une autonomie financière. Donc, ils ont leur propre budget. Mais ils appliquent les règles de la comptabilité publique. C'est pourquoi vous allez voir le comptable qui est nommé agent comptable. Et chez nous, il y a ce qu'on appelle l'ordonnateur qui ordonne l'encaissement des recettes et l'exécution des dépenses. C'est le directeur de l'hôpital.
Et il y a ce que l'on appelle le comptable public, qui est l'agent comptable. On ordonne, le directeur ordonne et l'agent comptable encaisse les recettes et paye les dépenses. Nous, on a ce que l'on appelle une séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Mais dans les entreprises, c'est confondu. Par exemple, chez nous, dans le public, dans les organismes publics autonomes, qui tiennent une comptabilité privée avec le CISCOA, il n'y a que l'agent comptable qui signe sur les chèques. Si vous faites une prestation pour un établissement public, c'est l'agent comptable qui va vous faire un virement ou bien qui va signer. Le DG n'a pas l'autorisation. Mais l'agent comptable ne peut rien payer sans avoir reçu l'ordre formel du DG, soit par ordre de paiement qu'il signe, ou bien par mandat. Je vous mandate à payer. Donc, c'est ça. Et maintenant, une fois qu'il paye, il va tenir ce que l'on appelle la comptabilité, mais dans le langage privé, parce qu'il n'y a pas encore de référentiel pour les organismes autonomes. Mais pour l'État et les collectivités territoriales, ils ont leur référentiel comptable spécifique. Maintenant, en comptabilité privée, il y a la comptabilité bancaire, il y a la comptabilité des sociétés d'assurance, il y a ce que l'on appelle le code CIMA. CIMA, c'est Conférence internationale, je ne sais pas. Banque, c'est le plan comptable bancaire de 1995. Je ne sais pas si ça a été révisé. Et il y a les commerçants, personnes physiques, et les sociétés qui sont dans le privé. Et nous, c'est ça qui nous intéresse en matière de comptabilité. Donc le cours sera axé ici. Et particulièrement ici, en comptabilité générale ou financière, parce qu'il y a deux types de comptabilité. Celle obligatoire et celle facultative. Donc la comptabilité générale ou financière, elle est obligatoire. Et les comptes doivent être tenus, les pièces comptables conservées pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est des éléments de preuve. Même un courrier électronique peut faire l'objet de preuves. Parce qu'en matière commerciale, la preuve est libre. Et ici, c'est une comptabilité analytique ou d'analyse des coûts. C'est ça qu'on appelle comptabilité de gestion. Mais elle tire sa substance de la comptabilité générale. Voilà, donc ça c'est obligatoire, ça c'est facultatif. Hein? Voilà. C'est bon? Pause jusqu'à quelle heure? Ça dépend de vous. À tout à l'heure.